Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Togo. Crépuscule des privilégiés enfarinés, tidjanisation de Kadanga, l'histoire est têtue. Il était depuis mars 2021, président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, CNELPAL. Remplacé à la tête de l'armée en décembre 2020, 7 ans après sa nomination aux fonctions de chef d'état-major général des forces armées togolaises, FAT, le général Félix Abalo Kadanga est annoncé en garde à vue depuis le 12 janvier dernier pour des motifs encore inconnus du grand public. Une arrestation qui rappelle celle de feu général togolais Hassani Tidjani, emprisonné avant son décès dans une affaire de coup d'État que connaît bien le général Kadanga. Nous avons reçu cette nuit-là la mission d'appuyer des gendarmes qui étaient en difficulté cette nuit-là au domicile du député Kpacha. Vu que cette mission était très délicate, je devais moi-même diriger les opérations, nous sommes arrivés pour prendre le combat en compte. Au procès du député Kpacha Gnassingbé en septembre 2011, c'étaient les premiers mots d'un colonel des FAT que beaucoup ne connaissaient pas à l'époque des faits. Or, il s'agissait du colonel Félix Abalo Kadanga, commandant de la force d'intervention rapide, FIR, une unité d'élite de l'armée togolaise qui avait pris d'assaut en avril 2009, la résidence de l'ancien ministre de la Défense, le député Luc Kpacha Gnassingbé, arrêté, jugé et condamné 2 années plus tard à 20 ans de réclusion criminelle dans une affaire de coup d'État. Présenté au procès comme bras intellectuel du coup de force en préparation contre le président Faure Gnassingbé et les institutions de la République, le général Hassani Tidjani, l'un des tout-puissants des FAT, fin stratège dans la conservation du pouvoir d'État aux mains des Gnassingbé, a également écopé de 20 années de prison. Il restera en détention jusqu'à la fin de sa vie en décembre 2012 pour cause de maladie. En rappel, le général Tidjani était de ceux qui, au soir du 5 février 2005, ont intronisé Faure Gnassingbé, président de la République, ce qui bascula le Togo dans une situation catastrophe avant, pendant et après les élections présidentielles d'avril 2005. L'ONU parlera de 400 à 500 personnes tuées au Togo au cours de la difficile période après Eyadema. 2 ans après le fameux procès, réputé très proche du président Faure Gnassingbé dont il a épousé une sœur, le colonel qui a pu gagner en avril 2009 le combat au domicile de Kpacha Gnassingbé, a été promu général de brigade puis chef d'état-major général des FAT. Démis cette année plus tard de ses fonctions, puisqu'il serait tombé en disgrâce, d'après certains, le général Félix Abalo Kadanga était encore aux affaires en mai 2020 quand le colonel Bitala Madjoulba, commandant du bataillon d'intervention rapide, BIR, a été assassiné dans son bureau selon les infos et quand le petit mécanicien de 11 ans, Idrissou Moufidou a été abattu dans son atelier à Agoezongo en décembre 2018 lors d'une manifestation appelée par l'opposition togolaise. Concernant l'assassinat de Moufidou, dans une sortie médiatique, TVT, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Damam Yark se prononçant sur les morts et blessés dans le cadre de cette manifestation, a laissé entendre que le chef d'état-major général des FAT, le général Félix Kadanga était effectivement sur le terrain comme à son habitude lors des manifestations pour vérifier si les dispositifs mis en place sont respectés. À présent, qui a tiré sur Moufidou? Les enquêtes sont en cours. Qui a également tiré sur Madjoulba? Les enquêtes toujours en cours. Qu'à cela ne tienne, fort hier, et aujourd'hui affaibli, le général Kadanga n'est-il pas en train de subir la croix que porta le général Tidjani jusqu'à sa mort? Félix Kadanga sera-t-il lui aussi un jour inculpé dans une quelconque affaire de l'État, jugé comme Hassani Tidjani et aussi condamné à de lourdes peines de prison? La probabilité n'est pas quasi nulle, puisque ne met pas en garde à vue un général qui veut. Moralité de cette histoire, il n'existe que des intouchables de l'instant, des timoniers du temps, des maîtres du moment. Le temps est le maître de tous les maîtres. Il faut rire de tout. Mais devant les grandes décisions de la vie, réfléchissez à hier et pensez à demain.
Parce que la nature dans sa comptabilité est incorruptible et aucune facture ne restera impayée. La nature est juste, dixit Hubert Kutukumaga, premier président du Bénin indépendant. Burkina Faso. Le Burkina Faso demande le départ des troupes françaises d'ici un mois. Le Burkina Faso a demandé cette semaine le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'un mois. Un nouveau gouvernement africain ne veut plus de l'aide militaire française. Le Burkina Faso a demandé cette semaine le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'un mois, ont indiqué samedi soir l'agence d'information burkinabé, AIB, et une source proche du gouvernement. Le gouvernement burkinabé a dénoncé mercredi dernier l'accord qui régit depuis 2018 la présence des forces armées françaises sur son territoire, a indiqué l'AIB, qui précise que le délai pour ce départ est d'un mois. Selon une source proche du gouvernement, les autorités ont demandé le départ des soldats français dans un bref délai. La radiodiffusion-télévision du Burkina, RTB, a aussi indiqué ce samedi que le gouvernement burkinabé aurait suspendu dès le 18 janvier un accord militaire datant de 2018 qui autorisait la présence de soldats français au Burkina Faso. La France aurait un mois pour retirer ses troupes du pays, a précisé la RTB, citant l'AIB, agence d'information du Burkina. Ce n'est pas la rupture des relations avec la France. La notification concerne uniquement les accords de coopération militaire, a-t-elle précisé. La France, ex-puissance coloniale, est contestée au Burkina Faso depuis plusieurs mois. Plusieurs manifestations, la dernière vendredi, ont récemment eu lieu à Ouagadougou pour exiger le retrait de la France de ce pays sahélien, qui héberge un contingent de près de 400 forces spéciales françaises. La semaine dernière, Paris avait dépêché la secrétaire d'État Chrysoula Zacharopoulou pour y rencontrer le président de transition. La France n'impose rien, elle est disponible pour inventer un avenir ensemble, a-t-elle martelé, assurant ne vouloir influencer aucun choix, ni aucune décision, personne ne peut dicter ses choix au Burkina. Les autorités du Burkina, arrivées au pouvoir par un coup d'État en septembre, le deuxième en 8 mois, ont manifesté leur volonté de diversifier leurs partenariats notamment en matière de lutte contre le djihadisme qui mine ce pays depuis 2015. Parmi les nouveaux partenaires envisagés, la question d'un éventuel rapprochement avec la Russie est régulièrement évoquée. La Russie est un choix de raison dans cette dynamique, et nous pensons que notre partenariat doit se renforcer, a souligné samedi le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kyelem de Tambela, à l'issue d'une entrevue avec l'ambassadeur de Russie Alexei Saltykov. Début décembre, il avait fait une visite discrète à Moscou. L'été dernier, le gouvernement malien voisin avait intimé aux forces françaises de quitter le pays après 9 ans de présence. De multiples sources rapportent que les autorités maliennes ont commencé à faire venir dès fin 2021 des instructeurs russes. Mali. Goïta annonce une nouvelle opération d'envergure de lutte contre le terrorisme. Le président de la transition s'est exprimé dans une adresse à la nation à la veille du 62e anniversaire de l'armée malienne. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a annoncé, jeudi soir, une nouvelle opération militaire d'envergure de lutte contre le terrorisme dénommée Etilekura, le nouveau jour. Elle s'inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que les élections générales à venir, précise le chef de l'État. Goïta s'exprimait dans une adresse à la nation à la veille du 62e anniversaire de l'armée malienne. Une autre opération d'envergure dénommée Tilekura qui, en plus de la consolidation des acquis de Kélétigui, s'inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que les élections générales à venir, a indiqué la même source. Toutes ces opérations concourent non seulement à étendre les espaces contrôlés pour mettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Facteur de reprise des activités socio-économiques et du retour durable de l'administration et des services sociaux de base, a-t-il martelé. Pour atteindre cet objectif, l'armée malienne a réceptionné, jeudi, 6 avions de chasse et 2 hélicoptères de conception russe en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Les avions de chasse de type Sukhoi 25, L-39 Albatros, des hélicoptères de manœuvre Mi-8, Mi-24, Mi-8, Mi-176 et un avion de transport multirôle de type Casa C-295, pour renforcer les capacités aériennes et aéromobiles, a fait savoir Assimi Goïta. Il a également rappelé l'acquisition de radars de surveillance et de drones pour renforcer les capacités de l'armée de l'air. Des aéronefs adaptés aux réalités géographiques et à la rigueur climatique du Mali, selon le général de brigade Alouboï Diarra, chef d'état-major général de l'armée de l'air, qui s'est dit être le plus heureux des chefs d'état-major. Il est heureux de constater que les acquisitions des forces de défense et de sécurité en 2 ans de transition dépassent largement celles des décennies précédentes. Durant l'année écoulée,
Les forces de défense et de sécurité ont été renforcées en matière roulant majeure en armement et munitions pour augmenter les capacités des unités terrestres, se félicite le président de la transition. L'armée malienne fête, vendredi son 62e anniversaire dans un contexte marqué par une crise multidimensionnelle. Pour rappel, le Mali a accédé à l'indépendance de son armée de la colonisation française le 20 janvier 1961. Afrique économie. Quelle perspective pour l'économie africaine en 2023 ? L'Afrique a réussi à retrouver un rythme de croissance similaire à celui observé avant la pandémie plus rapidement que d'autres économies régionales, y compris certaines économies en développement. Pour autant, les défis restent nombreux, à commencer par le niveau élevé de la dette publique et privée. Les besoins de financement extérieur restent prégnants. Les ressorts de la reprise. Après une récession inédite en 2020, moins 1,3%, la croissance réelle pour 2021 a été finalement évaluée à plus 4,3%, en nette révision à la hausse par rapport aux premières estimations. Une partie de la croissance en 2021 s'explique mécaniquement par le rattrapage de la récession enregistrée en 2020 dans le contexte de la pandémie mondiale, rebond technique. En dehors de cet effet rebond, la croissance africaine en 2021 est en fait très proche de celle observée en moyenne avant la pandémie, plus 3%, contre plus 3,2% de taux de croissance annuel moyen pour la période 2015-2019. Elle s'accélère en 2022 pour atteindre 4% selon les estimations du FMI, à noter que les chiffres annoncés pour 2022 et 2023 dans cet article reposent sur des prévisions et sont donc amenés à être révisés. La forte remontée des cours des matières premières a été favorable aux économies extractives africaines, stimulée par la hausse de la demande énergétique, en particulier depuis la Chine. Les cours du pétrole et les prix des métaux de base avaient déjà connu une progression sensible en 2021, progression qui s'est amplifiée en 2022 dans le contexte du conflit en Ukraine et de ses conséquences inflationnistes. De manière plus structurelle, les économies les plus diversifiées du continent ont bénéficié d'un environnement international plus porteur au sortir de la pandémie, suite à l'accroissement de la demande mondiale. En raison de la croissance démographique, qui reste rapide sur le continent, plus 2,5% de croissance annuelle moyenne entre 2015 et 2020, contre plus 1,1% au niveau mondial, le rattrapage en termes de PIB par habitant y est bien plus lent. Pour cette raison, l'Afrique ne retrouvera son niveau de PIB par habitant antérieur à la pandémie qu'en 2023, quand la plupart des autres régions ont pu le recouvrer dès 2021. Les économies diversifiées plus résilientes. Au sein du continent, la reprise à partir de 2021 a été surtout portée par les économies les plus diversifiées, structurellement plus à même de rebondir en cas de chocs externes. Elles présentent des taux de croissance plus élevés et plus stables sur longue période que les économies plus spécialisées, car elles sont moins soumises aux fluctuations des marchés des matières premières ou des flux touristiques. Ces économies étaient d'ailleurs parvenues à maintenir un certain dynamisme au plus fort de la pandémie, plus 1,8% de croissance réelle en 2020, à contrario de la récession enregistrée partout ailleurs. Elles ont renoué en 2021 avec un rythme de croissance assez soutenu, plus 4,4%, qui continue à s'accroître en 2022. Estimée à plus 5,1%, la croissance des économies africaines diversifiées retrouve quasiment en 2022 son niveau moyen d'avant-crise, et elle est annoncée à plus 4,8% en 2023. 6 de ces économies diversifiées comptent ainsi parmi les 10 économies les plus dynamiques d'Afrique sur la période récente, le Sénégal, le Niger, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Entre 2015 et 2019, la croissance des pays exportateurs de ressources extractives est relativement atone et ne permet même plus de couvrir la croissance démographique. Bénéficiant de la hausse des cours des matières premières dans le contexte de la reprise mondiale, la croissance moyenne pour les pays pétroliers africains s'est établie à plus 3,1% en 2021 et accélère légèrement en 2022. Enfin, en Afrique comme ailleurs, les pays dont l'activité économique est fortement dépendante du tourisme ont été les plus impactés par la crise sanitaire, en intensité, moins 7,7% en 2020, comme en durée, après le rebond technique de 2021, la croissance est restée ténue en 2022, à plus 1,4%, elle ne devrait s'accélérer qu'en 2023, à plus 3,4% selon les projections actuelles du FMI. Des situations d'endettement dégradées et des marges de manœuvre globalement réduites pour les États. Le rythme de la reprise observée en Afrique depuis 2021 n'est pas suffisamment marqué pour gommer les conséquences profondes des crises successives enregistrées par le passé, comme la baisse du revenu par tête dans de nombreux pays, la hausse de la pauvreté et du chômage, etc. Les fragilités structurelles qui affectent profondément le continent préexistaient, mais se sont amplifiées dans la période récente. Au regard de l'important dynamisme démographique que connaît encore la région,
le rythme de croissance s'avère insuffisant pour permettre d'améliorer substantiellement l'accès aux denrées alimentaires et aux services de base, de financer les infrastructures publiques nécessaires et de créer en nombre les emplois permettant d'absorber la main-d'œuvre arrivant sur le marché du travail. On relève dans ce contexte une diminution de l'indicateur de développement humain, IDH, en 2020 puis encore en 2021, et il est fort probable que les fermetures des écoles et la déscolarisation d'un grand nombre d'enfants observés pendant la pandémie auront un impact supplémentaire sur le volet éducation de l'IDH dans les années à venir. Face à ces enjeux bien identifiés, la capacité des gouvernements à agir est désormais pour partie obérée du fait d'un endettement qui s'est rapidement accru et de conditions financières nettement resserrées pour les pays qui ont accès aux financements externes. Plus aucun des 36 pays africains couverts par une analyse de viabilité de la dette, ces analyses, conduites par le FMI et la Banque mondiale, couvrent les pays en développement à faible revenu, et éligible au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance, n'est désormais classé en risque faible de surendettement. De plus, la structure de l'endettement a évolué dans un sens qui rend les restructurations de dette beaucoup plus difficiles. En 2022, plus de la moitié de la dette publique est domestique, devant les obligations externes, la part des créanciers bilatéraux et multilatéraux ne représentant moins d'un cinquième de la dette publique. Des besoins de financement élevés. Dans un contexte marqué par l'inflation et le durcissement des conditions de financement sur les marchés internationaux, les besoins de financement du continent restent substantiels. En 2021, le FMI chiffrait à plus de 400 milliards de dollars pour la période 2021-2025 les besoins de financement du continent africain, un chiffre sans doute largement sous-estimé dans la mesure où l'inflation se poursuit et où les dépenses, d'urgence, telles que celles visant à limiter les effets de l'insécurité alimentaire ont augmenté depuis. Les coûts croissants liés à l'adaptation au changement climatique s'ajouteront à ces estimations, jusqu'à 50 milliards de dollars par an à minima seront nécessaires. Le FMI souligne en outre que de nombreux pays d'Afrique subsaharienne peineront à simplement répondre aux besoins essentiels de leur population s'ils ne peuvent compter sur un important surcroît d'aide financière internationale. Et pourtant, les décaissements d'aide publique au développement, APD, ont diminué significativement selon l'OCDE, passant d'un niveau de 4,5% en pourcentage du PIB des pays bénéficiaires dans les années 1990 à moins de 3% plus récemment. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.